La température dégringolait à moins 37 degrés. Un froid à vous fendre l'âme. Le vent cinglait comme 1000 lames acérées, transperçant chaque tissu, chaque couche de vêtements, s'insinuant directement jusqu'aux os. Le ciel était gris, couleur de plomb, si gris qu'on ne pouvait distinguer où s'arrêtait l'horizon et où commençaient les nuages. Nous étions le 4 janvier 1943, une date qui allait marquer l'histoire militaire. Un jour où un seul homme accomplit l'impossible. Hans Sturm était allongé dans sa tranchée sur le front de l'Est. Ses doigts étaient tellement engourdis par le froid qu'il les sentait à peine. Ses cils étaient incrustés de glace. Son souffle se transformait instantanément en un nuage blanc que le vent emportait aussitôt. Devant lui s'étendait une plaine blanche infinie, seulement percée par les squelettes noirs d'arbres calcinés. Ces arbres se dressaient comme des témoins muets de la guerre, leurs branches dénudées pointant vers le ciel comme des doigts accusateurs. Derrière lui gisaient les ruines de ce qui avait été autrefois un village russe. Des poutres carbonisées émergeaient de la neige. Un clocher à moitié effondré marquait l'endroit où autrefois les gens avaient prié. Maintenant, seuls les soldats priaient ici. Et quelque part là-bas, caché dans le brouillard du crépuscule matinal, se préparait une formation d'attaque soviétique qui allait changer sa vie à jamais. Hans avait 24 ans, un jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus qui, ces jours-ci, affichait une expression bien plus vieille que son corps. Il venait d'un petit village en Bavière, où son père tenait une forge, un village paisible avec une petite église, une auberge et des champs qui brillaient d'or en été. Ses mains, et qui maintenant serrait le métal glacial de la MG42, avaient autrefois façonné de l'acier incandescent. Elles avaient ferré des chevaux, réparé des charrues, et, le dimanche, tenu la main de sa sœur Marie, lorsqu'ils allaient ensemble à l'église. Maintenant, ses mains façonnaient l'histoire. Maintenant, elles tenaient une arme qui déciderait de la vie et de la mort. Si vous voulez savoir comment un seul soldat a arrêté tout un régiment soviétique, si vous voulez comprendre ce qui s'est réellement passé en cette matinée glaciale de janvier, alors restez avec nous. Cette histoire vous montrera ce dont un être humain est capable, lorsqu'il n'a d'autre choix que de se battre. Elle vous montrera ce qui se passe, quand tout semble perdu, et qu'un homme, malgré tout, n'abandonne pas. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de ces incroyables histoires de l'histoire militaire. Pour comprendre correctement cette histoire, nous devons remonter dans le temps, revenir au moment où Hans Sturm a réalisé que cette journée serait différente de toutes les autres, revenir aux heures précédant l'aube, quand le monde était encore silencieux et que la mort attendait encore. Il était 3 heures du matin lorsque le sergent Kruger est arrivé dans l'abri. L'abri était à peine plus qu'un trou dans le sol gelé, recouvert de poutres et de terre. À peine assez grand pour 10 hommes, mais ils étaient 18 à s'y entasser. Une simple lampe à pétrole projetait des ombres vacillantes sur les murs. L'odeur de sueur, de peur et de corps non lavés était lourde dans l'air. Le visage de Kruger était pâle, plus pâle que la neige dehors. Ses lèvres tremblaient, et ce n'était pas seulement à cause du froid. Les éclaireurs soviétiques avaient signalé du mouvement, un mouvement important, tout un régiment. Peut-être plus, se formait à 3 kilomètres à l'est de leur position. Nos renforts n'arriveront que dans 8 heures, dit Kruger. Sa voix se brisa à la fin de la phrase. 8 heures. Les mots planaient dans l'air comme une sentence de mort. 8 heures. Dans 8 heures, ils pourraient tous être morts. Dans 8 heures, cette position pourrait être submergée. Dans 8 heures, il pourrait n'y avoir plus personne ici pour accueillir les renforts. Hans regarda autour de lui dans l'abri. Il y avait encore 23 hommes, 23 soldats épuisés, à moitié gelés, contre un régiment. Certains d'entre eux dormaient malgré la nouvelle, trop fatigués pour avoir encore peur. D'autres fixaient le vide, leurs yeux vitreux, leurs pensées loin, peut-être chez eux, avec leur famille,
un jeune soldat, à peine 18 ans, pleurait doucement dans ses mains. Personne n'essayait de le consoler. Le calcul était simple, ils étaient morts. Tout le monde ici le savait. Mais Hans Sturm ne pensait pas à la mort. Il pensait à sa sœur Marie, qui l'attendait en Bavière. Marie avec ses boucles brunes et son sourire qui illuminait toute la cuisine. Marie qui, le jour de son départ, lui avait accroché une petite croix autour du cou. Il la portait encore, cachée sous ses couches d'uniforme, froide contre sa poitrine. Il pensait à la promesse qu'il lui avait faite. « Je reviendrai ». Ces 3 mots brûlaient dans son esprit comme un feu, que même le froid sibérien ne pouvait éteindre. Il ne mourrait pas ici, pas aujourd'hui, pas dans ce trou perdu au bout du monde. La MG-42 que Hans servait était l'une des armes les plus redoutables de la Seconde Guerre mondiale. 1200 coups par minute. C'était tellement rapide que les tirs individuels ne pouvaient plus être distingués. Cela sonnait comme du lin qui se déchire. Et comme un bourdonnement tonitruant qui vous glace le sang. Les soviétiques l'appelaient la scie à os, parce qu'elle pouvait réduire un homme en lambeaux en quelques secondes. Les Alliés la craignaient plus que toute autre arme allemande. Et Hans la maîtrisait comme personne d'autre dans son unité. Il avait passé d'innombrables heures à la démonter, à la nettoyer, à la remonter. Il connaissait chaque vis, chaque pièce. Il savait exactement quelle pression exercer sur la détente. Il savait quand le canon surchauffait et devait être changé. Cette arme était sa partenaire, son assurance-vie. La position était cruciale. Hans et son chargeur, Werner Müller, avaient passé 2 jours à aménager une tranchée sur une petite colline. Leurs mains étaient devenues sanglantes à force de creuser dans le sol gelé. Leur dos leur faisait souffrir à cause du travail. Mais ils savaient que cette position pouvait décider de la vie et de la mort. De là, ils contrôlaient un champ ouvert d'environ 600 mètres de large. Aucun arbre, aucun buisson, aucun abri, seulement de la neige plate et blanche. Chaque assaillant devait traverser ce champ, et chaque assaillant serait dans le champ de tir de Hans Sturm. Mais Werner Müller avait de la fièvre, 40 degrés. Son visage était rougeoyant, tandis que son corps tremblait. Il pouvait à peine se tenir debout, encore moins alimenter les lourdes bandes de munitions. La grippe l'avait frappé, comme elle en frappait tant d'autres sur le front. Dans ce climat, dans ces conditions, une grippe pouvait être mortelle. « Tu restes ici », lui dit Hans. Sa voix était calme, mais déterminée. « Je fais ça seul », Gaspard protesta. Ses lèvres bougeaient, mais les mots ne sortaient qu'en un murmure. Il voulait dire qu'il ne pouvait pas laisser tomber son camarade, qu'ils devaient se battre ensemble. Mais il savait que Hans avait raison. Un homme malade au combat était un danger pour tout le monde. Un homme qui ne pouvait pas recharger ses munitions assez vite était un homme mort, et l'homme à côté de lui mourrait avec lui. Ainsi commença la plus longue journée de la vie de Hans Sturm. Seul dans une tranchée, avec une MG-42, 6000 cartouches. 8 canons de rechange, et la certitude que les prochaines heures décideraient de la vie ou de la mort. Pas seulement de la sienne, mais de celle de ses 23 camarades derrière lui. 23 âmes qui comptaient sur lui. 23 familles qui attendaient à la maison. La première attaque arriva à 6h30, alors que le soleil touchait à peine l'horizon. Une lumière, blême et froide, qui plongeait le paysage blanc dans un gris irréel. Les ombres des arbres brûlés s'étiraient longuement sur la neige, comme les doigts de la mort elle-même. Hans les entendit avant de les voir. Au début, ce n'était qu'un grondement lointain, comme un tonnerre éloigné. Puis, cela devint plus fort. Des centaines de bottes piétinant la neige gelée, le cliquetis de l'équipement, des ordres étouffés en russe. Puis, ils apparurent de la brume comme des fantômes, des uniformes bruns contre la neige blanche, des chapkas, des fusils avec des baïonnettes au canon, une vague d'hommes qui convergeait vers sa position. Hans estima qu'il y en avait 100 dans la première vague, peut-être 150.
Et derrière, à peine visible dans la brume, d'autres se déplaçaient encore. Hans prit une profonde inspiration. L'air froid lui brûla les poumons. Il ferma les yeux une fraction de seconde, vit le visage de Marie devant lui, puis il les rouvrit et plaça son doigt sur la gâchette. La première rafale déchira le silence matinal comme un coup de tonnerre. La MG-42 s'éveilla avec son bruit caractéristique et déchirant, et avec elle commença ce qui allait plus tard entrer dans l'histoire comme l'un des combats individuels les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale. La gueule de la mitrailleuse éclairait orange dans le crépuscule gris. Les douilles volaient en arc de cercle hors de l'arme, brillant comme de petits éclairs de laiton. Les premiers assaillants tombèrent après 20 mètres. Ils s'enfoncèrent dans la neige comme des marionnettes dont on avait coupé les fils. Les suivants, après 40 mètres. Certains criaient, d'autres tombèrent en silence. Mais ils continuaient d'avancer, toujours plus loin. Les officiers derrière eux les poussaient en avant avec des pistolets dégainés. Vague après vague déferlait sur le champ ouvert, et Hans tirait, et tirait, et tirait. Ses mains bougeaient mécaniquement, guidées par des mois d'entraînement. Balayer, corriger, tirer, ses pensées étaient vides. Il n'était plus une personne, il était une machine à tuer, qui n'avait qu'un seul but, survivre. Le canon de la MG rougeoyait. Hans pouvait sentir la chaleur à travers ses gants, un contraste bizarre avec le froid glacial autour de lui. La neige autour de l'arme avait fondu, et de la vapeur s'élevait comme d'un chaudron de sorcière. Toutes les 200 cartouches, il devait changer le canon, une procédure qui était normalement effectuée par son chargeur. Maintenant, il faisait tout seul, tirer, changer le canon, jeter le canon chaud dans la neige, où il s'enfonçait en sifflant, insérer un nouveau canon, mettre en place la bande de munitions, tirer, encore et encore, un cycle incessant de mort et de métal. Après 20 minutes, les soviétiques se retirèrent, les survivants rampaient, couraient, trébuchaient pour retourner dans la brume d'où ils étaient venus. Le champ devant Hans était jonché de corps immobiles dans la neige. Certains gisaient sans bouger, d'autres bougeaient encore, rampaient, essayaient de s'échapper. Ils ne comptaient pas, ils ne pouvaient pas compter, ils ne voulaient pas compter. Tout ce qu'ils savaient, c'était que la première attaque avait été repoussée. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Sa respiration était difficile. Ses mains ne tremblaient plus à cause du froid, mais à cause de l'adrénaline. Mais ce n'était que le commencement. Hans le savait, il reviendrait. Il revenait toujours. Dans la courte pause entre les attaques, Hans pensa à son père. Il le voyait devant lui, debout à l'enclume, le lourd marteau à la main, de la sueur sur son front malgré la chaleur du feu. Son père lui avait appris que le travail acharné et la persévérance pouvaient façonner n'importe quel acier, qu'on n'abandonnait pas, peu importe la difficulté du travail, qu'un homme tenait sa parole, coûte que coûte. Maintenant, Hans façonnait son propre destin avec la même détermination que son père lui avait inculquée. Il but une gorgée de sa gourde gelée. L'eau s'était transformée en glace. Il mâcha les morceaux de glace, les laissa fondre lentement dans sa bouche. Le froid faisait du bien. Cela lui rappelait qu'il était encore en vie. Il vérifia ses munitions. Il en restait encore beaucoup. Mais combien était suffisant? Combien en fallait-il pour arrêter une armée? Il attendit la prochaine attaque. Il savait qu'il n'aurait pas à attendre longtemps. La deuxième attaque arriva une demi-heure plus tard. Le soleil était maintenant plus haut, mais il n'apportait pas de chaleur. Il n'apportait que de la visibilité. Et ce que Hans vit lui glaça le sang dans les veines. Cette fois, ils étaient plus nombreux, beaucoup plus nombreux. Hans estima qu'il y avait 200 hommes, peut-être 250. Ils n'avançaient plus en ligne droite, comme lors de la première attaque, mais en groupe, essayant d'attaquer simultanément de différents côtés. Ils avaient appris, ils avaient vu leurs camarades tomber, et ils avaient adapté leur tactique. Mais cela ne leur servirait à rien.
Hans avait bien choisi sa position. La colline lui donnait une vue d'ensemble sur tout le champ, 360 degrés, aussi loin que l'œil pouvait porter. C'était comme une scène, et il était le seul spectateur avec un fusil. Peu importe la direction d'où il venait, il devait entrer en terrain découvert. Il n'y avait pas de couverture, pas de creux, pas de pierre, seulement de la neige plate et mortelle. Et en terrain découvert, la MG-42 était reine. Elle régnait d'une main de fer sur chaque mètre carré de ce champ de la mort. Le combat dura 45 minutes. 45 minutes de feu ininterrompu, interrompu seulement par les secondes frénétiques du changement de canon. Les mains de Hans bougeaient automatiquement, guidées par des mois d'entraînement et la pure volonté de survivre. Son corps fonctionnait comme une machine bien huilée, tandis que son esprit était loin, dans un endroit sûr, où la puanteur de la poudre et la vue des hommes qui tombaient n'existaient pas. Les assaillants arrivaient par vagues. La première vague tomba. La deuxième, elle, trébucha sur les corps et s'effondra, elle aussi. La troisième réussit peut-être à atteindre la moitié du champ, avant d'être fauchée à son tour. C'était un massacre nécessaire, car si Hans arrêtait de tirer, il mourrait, et tous ceux derrière lui mourraient. Ses pensées martelaient son esprit. Au rythme des rafales, tirer ou mourir, tirer ou mourir. Si cette histoire vous captive, alors cliquez maintenant sur s'abonner. Chaque jour, de nouvelles histoires incroyables tirées de l'histoire militaire. Des histoires qui montrent ce dont les hommes sont capables dans des situations extrêmes. Des histoires qui vous poussent aux limites de ce que vous croyez possible. Quand la deuxième attaque prit fin, Hans sentit pour la première fois toute la puissance de l'épuisement. Ses bras tremblaient de manière incontrôlable. Pas à cause du froid, mais à cause de l'effort. Celui de maintenir cette arme lourde en position pendant des heures. Son dos le faisait souffrir, à cause de sa position courbée derrière le bouclier. Ses épaules brûlaient, comme si on y avait posé des charbons ardents. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant, pas ici. La vague suivante allait arriver. Elle arrivait toujours. La troisième attaque commença à 9h15. Cette fois, les Soviétiques apportèrent quelque chose de nouveau. Quelque chose qui fit se glisser le cœur de Hans dans ses bottes. Des mortiers. Il les entendit d'abord, cette toux caractéristique, quand les obus étaient tirés. Puis, le sifflement. Puis, les impacts. Les premiers touchèrent le sol à une centaine de mètres derrière la position de Hans. De la terre et de la neige lui tombèrent dessus, des éclats sifflèrent au-dessus de sa tête, le sol trembla sous les explosions. Hans savait exactement ce que cela signifiait. Il l'avait déjà vu souvent. Ils essayaient de l'encercler. Ils allaient lentement rapprocher les impacts de sa position pendant que leur infanterie essayait de se rapprocher sous la protection des tirs. C'était une tactique éprouvée, mais Hans avait trop d'expérience pour tomber dans ce piège. Il savait que les mortiers n'étaient pas assez précis pour le toucher directement, tant qu'il restait dans sa tranchée. Le vrai danger venait des hommes, qui maintenant se répandaient à nouveau sur le champ. Il ignora les impacts. Chaque explosion faisait manquer un battement à son cœur, mais il se força à les ignorer, se concentra sur le champ devant lui, sur les uniformes bruns dans la neige blanche, et quand la vague suivante d'assaillants apparut, il l'accueillit avec le même tir précis et mortel qu'avant. La MG chanta sa chanson mortelle, et les hommes tombèrent comme des épis de blé devant une faux. La troisième attaque dura plus d'1 heure. 1 heure, durant laquelle Hans tira plus de 2000 cartouches. 1 heure, durant laquelle il usa 4 canons, chacun d'eux si chaud qu'il sifflait dans la neige comme un serpent enragé. 1 heure, durant laquelle il pensa plusieurs fois que ce serait sa fin. Les tirs de mortier se rapprochaient, 50 mètres, 30. Les ondes de choc projetaient de la neige et de la terre dans sa tranchée. Une fois, un éclat frappa son casque d'acier avec un son de cloche d'église. Sa tête tourna, sa vue se brouilla,
mais il continua à tirer. Mais ce n'était pas sa fin, pas ce jour-là. Quand les Soviétiques se retirèrent pour la 3e fois, le soleil était plus haut dans le ciel, et Hans Sturm était toujours en vie. Son corps lui faisait mal à des endroits dont il ne savait pas qu'ils existaient. Ses doigts étaient ensanglantés à cause des bords tranchants des bandes de munitions, mais il vivait. Les camarades derrière lui avaient observé ce qui se passait. Ils avaient regardé depuis l'abri, à travers les petites fentes de visée, les yeux grands ouverts d'incrédulité. Ils n'arrivaient pas à y croire. Un seul homme qui avait repoussé 3 attaques massives. Un seul homme contre un régiment. Certains d'entre eux commencèrent à prier, leurs lèvres bougeant dans des prières silencieuses. D'autres pleuraient doucement, des larmes qui gelaient immédiatement sur leurs joues. Et tous se posaient la même question. Combien de temps un homme pouvait-il tenir? Combien un corps pouvait-il endurer? Combien une âme pouvait-elle endurer? À 11h30, une pause se fit. Les Soviétiques avaient cessé d'attaquer. Le silence qui suivit était presque pire que le bruit du combat. Il était anormal, menaçant, comme le silence avant un orage. Pendant un bref instant, un minuscule moment de faiblesse, Hans s'autorisa à espérer que c'était fini, qu'ils en avaient assez, qu'ils avaient abandonné. Mais ensuite, il les vit, à l'horizon, à peine visibles à travers la brume et la fumée des mortiers. De nouvelles troupes se formaient, beaucoup plus qu'avant. Il vit les lignes sombres, qui bougeaient comme des fourmis, de nouvelles unités, des troupes fraîches, qui n'avaient pas encore combattu. Ce n'était pas une pause, c'était un regroupement. Il faisait venir des renforts, ils reviendraient, plus forts qu'avant. Hans profita de ce temps précieux pour vérifier ses réserves de munitions. Ses mains tremblaient, alors qu'il ouvrait les caisses. Sur les 6000 cartouches initiales, il en restait environ 2400. Moins de la moitié, et il ne lui restait que 2 canons en état de marche. Les 6 autres étaient devenus inutilisables, à cause de l'utilisation intensive, leurs rayures tellement usées que les balles ne volaient plus avec précision. Il commença à calculer. Les chiffres dansaient dans son esprit épuisé. 2400 cartouches. À l'intensité précédente, cela durerait peut-être encore 2 heures, peut-être moins, s'ils venaient tous en même temps. 2 heures, et les renforts étaient encore loin. La mathématique de la mort était impitoyable. Il n'en avait pas assez, il n'en aurait pas assez. À ce moment, Hans entendit un bruit derrière lui, un raclement dans la neige. Il se retourna brusquement, la main sur son pistolet, prêt à se défendre. Mais ce n'était pas un ennemi. C'était Werner Müller. Il venait vers lui en rampant, son visage brillant de sueur malgré le froid. Ses yeux vitreux à cause de la fièvre. Malgré sa maladie, il s'était traîné hors de l'abri, 100 mètres à découvert, pendant que les mortiers continuaient à tomber sporadiquement. Dans ses bras, serrés contre sa poitrine, il portait 2 caisses de munitions supplémentaires, chacune pesant 10 kilos, et Werner pouvait à peine tenir debout. « Tu es fou !» dit Hans. Sa voix était rauque à force de crier et de la fumée de poudre. « Pas plus fou que toi !» répondit Werner, avec un faible sourire qui ressemblait plus à une grimace. Il toussa, une toux humide et rauque qui n'augurait rien de bon. Mais il ne lâcha pas les caisses de munitions. Werner resta avec lui. Il s'effondra à côté de Hans dans la tranchée, son corps tremblant, sa respiration courte et rapide. Il ne pouvait pas tirer, il n'avait pas la force pour ça, mais il pouvait alimenter les bandes de munitions. Ses mains fiévreuses bougeaient lentement, mais elles bougeaient. Ce simple geste d'aide, ce camaraderie face à une mort certaine, allait se révéler crucial. Il allait offrir à Hans les secondes précieuses qui pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. La 4e attaque débuta à 12h15. Le soleil de midi était haut dans le ciel, froid et impitoyable. Et cette fois, tout était différent. Tout était pire. Les Soviétiques n'arrivaient plus par vagues.
Ils arrivaient tous en même temeps. Un assaut massif. Des centaines d'hommes déferlant sur le champ comme un raz-de-marée. Ils hurlaient, un cri de guerre 1000 fois amplifié qui résonnait dans toute la plaine. « Hourra! Hourra! Hourra !» Ce cri de bataille qui avait déjà rendu fou tant de soldats allemands. Hans tirait jusqu'à ce que le canon rougisse, changeait, continuait à tirer. Werner se battait, avec des mains tremblantes, fiévreuses, pour recharger les munitions. Chaque mouvement lui coûtait visiblement de la force. Mais il n'abandonnait pas. Pas maintenant, pas ici. 15 minutes, 20, 25. Le temps se dilatait, devenait épais comme du miel. Chaque minute semblait durer 1 heure, chaque seconde, une éternité. Les assaillants se rapprochaient, 200 mètres. Hans pouvait distinguer des silhouettes individuelles. 150. Il pouvait reconnaître leurs uniformes, les manteaux marrons, les chapkas en fourrure. 100 mètres. Il pouvait voir leurs visages. 2 jeunes hommes. Pas plus âgés que lui. Certains encore plus jeunes, des hommes avec des familles, avec des rêves, avec une vie qu'ils avaient laissée derrière eux, des hommes que leur commissaire poussait à la mort, pendant un instant, un minuscule instant d'humanité au milieu de la folie. Hans se demanda combien de sœurs les attendaient à la maison. Comme Marie l'attendait, lui. Combien de mères, combien de femmes, combien d'enfants. Mais alors, il repoussa cette pensée. Il le devait. Il n'avait pas le choix. C'était sa vie ou la leur. C'était la vie de ses camarades ou la leur. Et il avait promis de rentrer à la maison. Cette promesse, c'était tout ce qui comptait. Tout le reste était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Le canon surchauffa. Hans l'arracha d'un mouvement brutal, se brûlant la main à travers le gant. La peau grésilla. La douleur était écrasante. Un éclair blanc qui lui traversa le bras. Il hurla. Un cri qui ressemblait plus à celui d'une bête qu'à celui d'un homme. Mais il ne s'arrêta pas, ne pouvait pas s'arrêter. Remonta le nouveau canon, son dernier canon, avec des mains tremblantes de douleur. Continua à tirer. La MG chantait sa chanson mortelle, et Hans chantait avec elle, une prière silencieuse à chaque tir. Lorsque la 4e attaque prit fin, les assaillants étaient arrivés à 50 mètres. 50 mètres, si près que Hans pouvait voir la peur dans leurs yeux, si près qu'il pouvait voir l'impact de ses propres balles sur leurs vêtements, si près qu'il pouvait entendre leurs cris, alors qu'ils tombaient. Des cris dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais dont la signification était universelle. Douleur, peur, mort. Le champ devant lui n'était plus un champ, c'était un cimetière, une fosse commune à ciel ouvert. Des centaines de corps gisaient dans la neige, qui n'était plus blanche. Elle était rouge, rouge de sang, rouge de mort. L'odeur du cuivre et des entrailles flottait, lourde, dans l'air froid. Les heures passèrent, comme dans un cauchemar, dont il n'y avait pas d'issue. 14 heures, 15 heures, 16 heures. Le soleil traversait le ciel, froid et indifférent aux morts en dessous. Hans était au-delà de l'épuisement, au-delà de la fatigue, au-delà de la douleur. Son corps fonctionnait grâce à l'adrénaline pure et à la volonté. Grâce à quelque chose de primordial, de plus profond que les pensées ou les sentiments. Sa main brûlée le faisait souffrir à chaque mouvement. Une douleur lancinante et brûlante qui empirait à chaque tir. La peau était craquelée, la chair à vif exposée, mais il ne la sentait presque plus. Son corps avait cessé de lui envoyer des signaux de douleur. Il y avait des choses plus importantes que la douleur. Ses yeux brûlaient à cause de la fumée de poudre, qui s'était déposée en un nuage gris autour de sa position. Ses paupières étaient lourdes comme du plomb. Sa bouche était si sèche que sa langue collait à son palais comme du cuir. Il n'avait rien bu depuis des heures. L'eau était finie. Tout était fini. Sauf sa volonté de survivre. À côté de lui, Werner était allongé, inconscient à cause de l'épuisement et de la fièvre. Sa respiration était faible, mais il respirait. Il vivait. C'était tout ce qui comptait.
Mais Hans continua à tirer. Il ne savait plus pourquoi. Il savait seulement qu'il ne devait pas s'arrêter, que s'arrêter signifiait la mort. Alors, il tira. Les 5e et 6e attaques vinrent et repartirent. Des attaques plus petites cette fois, des avancées prudentes, des tests, comme si les Soviétiques ne pouvaient plus croire qu'un seul homme les arrêtait. Ils envoyaient de petits groupes, 10 hommes, 20 hommes, pour sonder sa position, pour voir s'il était toujours là, s'il tirait encore. Et à chaque fois, il les accueillait avec la même précision mortelle. À chaque fois, il tombait. À chaque fois, les survivants se repliaient, avec des rapports sur les lèvres que leur commandant ne voudrait pas croire. Un homme, un seul homme, impossible, mais vrai, à 17h30. Alors que le soleil était déjà bas à l'horizon et que les ombres s'allongeaient. Hans entendit quelque chose qu'il avait presque oublié. Un bruit qui n'avait rien à faire dans cet enfer de glace et de mort. Le bruit de moteurs, des moteurs lourds, des moteurs diesel. Il connaissait ce bruit. Il l'avait entendu des centaines de fois. Pas des moteurs soviétiques, des moteurs allemands. Les renforts étaient là. 3 canons d'assaut et 2 compagnies d'infanterie atteignirent sa position, alors que le soleil était déjà en train de se coucher. Les véhicules lourds grondaient sur le sol gelé. Leurs chaînes claquaient comme des monstres métalliques. Des soldats sautèrent des véhicules. Leurs fusils en joue, prêts au combat. Mais le combat était terminé, du moins pour aujourd'hui. Le commandant, un capitaine avec des tempes grisonnantes et des yeux fatigués qui avaient trop vu, descendit de sa Kübelwagen et se dirigea lentement vers la position de Hans. Ses bottes crissaient dans la neige imbibée de sang. Il s'arrêta, regarda le champ devant la tranchée de Hans. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Il ne dit rien. Pendant longtemps, personne ne dit rien. Les soldats qui étaient venus avec lui restèrent figés. Certains enlevèrent leur casque, d'autres se signèrent. L'un d'eux vomit, puis le capitaine demanda, d'une voix qui n'était guère plus qu'un murmure, « Combien d'hommes ont combattu ici ?» Il fallut un moment à Hans pour comprendre que la question lui était adressée. Il lui fallut encore un moment pour retrouver sa voix. « Moi seul, monsieur le capitaine, » répondit-il. Sa voix était à peine plus qu'un craquement. La plupart du temps, seul, le capitaine le fixa du regard, longuement, incrédule. Puis il reporta son regard sur le champ. Les cadavres étaient si nombreux qu'on pouvait à peine apercevoir la neige. Ils étaient entassés les uns sur les autres, en amas grotesques. Certains encore dans la position où ils étaient tombés, d'autres piétinés par le feu des vagues suivantes. Des uniformes bruns, des chapkas, des fusils que plus personne ne tiendrait. Un soldat commença à compter, un officier prit le relais, 300, 400. Le capitaine lui-même comptait encore, ses lèvres bougeant silencieusement à chaque nombre. Plus tard, lorsque le comptage officiel fut terminé, lorsque les brancardiers eurent emporté les blessés et que les soldats commencèrent à récupérer les corps, le chiffre fut établi. 478. 478 ennemis éliminés en 6 heures par un seul soldat. Ce chiffre devait valoir à Hans Sturm la croix de chevalier, la plus haute distinction qu'un soldat puisse atteindre. Ce chiffre devait inscrire son nom dans les annales de l'histoire militaire, dans les livres qui seraient lus encore des générations plus tard, mais à ce moment précis, lorsqu'il posa enfin son arme, lorsque ses mains lâchèrent le métal froid pour la première fois depuis 6 heures, Hans ne pensait pas aux décorations ou à la gloire. Il ne pensait pas à l'histoire ou à l'héroïsme. Il pensait à Marie, à son sourire, à ses boucles brunes, à la petite croix qu'elle lui avait accrochée au cou. Il pensait à sa promesse « Je reviendrai », et il savait qu'il la tiendrait. Il avait survécu, contre toute probabilité, contre toute logique, contre une armée entière. Il rentrerait à la maison. Cette histoire ne s'arrêta pas en cette soirée de janvier.
elle continua, comme toutes les histoires continuent, même lorsque les batailles sont terminées. Hans Sturm survécut à la guerre. Les 2 années qui suivirent furent remplies d'autres combats, d'autres horreurs, d'autres moments où il pensa que sa chance était enfin épuisée. Mais elle ne l'était pas. En mai 1945, lorsque l'Allemagne capitula, Hans était l'un des rares survivants de son unité d'origine. Il retourna en Bavière, auprès de sa sœur Marie, dans le petit village qu'il n'avait jamais oublié. Le village avait changé. L'église avait une nouvelle flèche, l'auberge avait brûlé puis avait été reconstruite. Mais Marie était toujours là. Elle se tenait à la gare lorsqu'il arriva, vieillie, mais avec le même sourire. Elle ne dit rien. Elle pleura simplement et le serra dans ses bras. Et il la serra contre lui, et pendant un instant, le monde fut à nouveau en ordre. Il reprit la forge de son père. Mort à la guerre, d'une maladie qui n'avait rien à voir avec les balles ou les bombes, il épousa une jeune femme du village voisin, une femme calme aux yeux doux qui ne demanda jamais ce qu'il avait vécu pendant la guerre. Ils eurent 3 enfants, 2 fils et une fille. Il leur enseigna le métier de forgeron, comme son père le lui avait enseigné. Il vécut une longue vie silencieuse, une belle vie. Il parlait rarement de ce jour de janvier 1943, presque jamais. Lorsque ses petits-enfants lui posaient des questions, lorsqu'il trouvait la croix de chevalier dans le tiroir et voulait savoir d'où elle venait, il secouait simplement la tête et disait « Il y avait beaucoup d'hommes courageux, j'ai juste eu de la chance ». Il mentait, mais c'était un bon mensonge, un mensonge nécessaire. Certaines choses ne devraient pas être connues de la génération suivante. Certains souvenirs devraient mourir avec celui qui les portait, mais nous savons que c'était plus que de la chance. Bien plus. C'était du courage. Le courage d'un jeune homme qui savait qu'il allait mourir et qui pourtant n'abandonna pas. C'était de la détermination, la détermination de tenir une promesse, coûte que coûte. C'était la volonté d'un homme qui refusait d'abandonner, qui refusait de mourir, qui refusait de laisser tomber ses camarades. Ces qualités sont rares, mais elles existent, et quand on les trouve, on reconnaît la vraie grandeur. La bataille dans laquelle Hans Sturm combattit faisait partie des combats plus vastes pour Riev, l'un des fronts les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale. Un hachoir à viande, comme disaient les soldats. Plus d'1 million de soldats moururent dans cette région entre 1942 et 1943, Allemands et Soviétiques, de jeunes hommes qui ne rentrèrent jamais chez eux, des fils qui n'embrassèrent plus jamais leur mère, des pères qui ne virent jamais leurs enfants grandir. Hans Sturm fut l'un des nombreux à se battre là-bas, mais son combat individuel resta unique. Un exploit que même les historiens militaires chevronnés qualifient d'exceptionnel. La MG-42 qu'il utilisa ce jour-là fut plus tard exposée dans un musée militaire. Elle y est encore aujourd'hui, derrière une vitre, avec une petite plaque qui raconte son histoire. Les visiteurs se tiennent devant elle et essaient d'imaginer comment un seul homme a pu accomplir un tel exploit avec cette arme. Comment des mains humaines ont pu faire passer plus de 6000 balles dans ce canon. Comment la volonté humaine a pu surmonter une telle épreuve. La plupart ne comprennent ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils n'ont jamais été dans une telle situation. Et c'est tant mieux, mais ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est ce qui compte vraiment. Ils voient le métal, l'acier, la mécanique. Ils ne voient pas la peur, qui accompagna Hans à chaque seconde, qui fit battre son cœur plus vite que les tirs du canon. Ils ne voient pas le désespoir, lorsque les munitions se firent rares et qu'il crut que tout avait été vain. Ils ne voient pas la main brûlée, qui continua à tirer malgré tout, même si chaque tir brûlait comme le feu. Il ne voit pas l'image de sa sœur, qui flottait devant ses yeux, qui lui donna la force de ne pas abandonner.
alors que tout en lui criait d'arrêter. Il ne voyait pas l'âme derrière l'arme. La guerre n'est pas une histoire d'héros. La guerre est souffrance, perte et destruction. La guerre, ce sont de jeunes hommes qui meurent avant d'avoir vécu. La guerre, ce sont des familles qui sont déchirées. La guerre, ce sont des cicatrices qui ne guérissent jamais, ni sur le corps, ni sur l'âme. Mais parfois, au milieu de toute cette horreur, de toute cette obscurité, de tout ce désespoir, des individus montrent ce dont l'esprit humain est capable. Ils montrent qu'il y a quelque chose en nous qui est plus fort que la peur, plus fort que la douleur, plus fort que la mort elle-même. Hans Sturm était un tel homme. Si cette histoire vous a touché, alors abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Nous racontons ici les vraies histoires des hommes et des femmes qui, dans les heures les plus sombres de l'histoire, ont montré ce que signifie être humain. Des récits qui nous rappellent que nous sommes plus que nos circonstances, que nous sommes plus que notre peur. Écrivez dans les commentaires quelle histoire de la Seconde Guerre mondiale vous a le plus marqué. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Nous lisons chaque commentaire. Et nous sommes heureux de chaque personne qui partage ces histoires avec nous. Et souvenez-vous, les vrais héros ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Tout le monde a peur. Les vrais héros sont ceux qui, malgré leur peur, font ce qui est juste, qui continuent quand tout semble perdu, qui tiennent leurs promesses, coûte que coûte, comme Hans Sturm. À bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.